Bienvenue tout le monde. J'espère que vous êtes bien reposés pour la pause de midi, que vous êtes en forme pour les sessions de l'après-midi. Donc là aujourd'hui, je propose de parler de comment ajouter un module flotteur dans une application native existante. Je vais donner des détails, quelques détails techniques, mais surtout je vais vous parler de comment je l'ai effectivement fait en fait dans le cadre d'une application en prod. Donc ça c'est moi. Je travaille chez Sphere. Je fais du mobile chez Sphere, que ce soit du natif et du flotteur. Donc Sphere à Paris, mais Sphere on est présent dans plusieurs villes en France. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, mon email, LinkedIn, Twitter, ce que vous voulez pour discuter de tout ce qui est mobile. Si vous avez des questions que vous n'avez pas eu l'occasion aujourd'hui de la poser en live. Et si vous voulez aussi plus d'infos sur Sphère, on a plein de besoins en mobile en ce moment, surtout sur du natif, mais si vous faites du flotteur aussi, on peut en discuter. Et voilà, n'hésitez pas à me parler juste après la conf ou de me contacter via ces divers canaux voilà, pour en parler de tout ça. Donc, voilà, donc juste un petit programme, une petite intro de comment ça se présente en fait, cette feature-là de Add to App sur Flutter. Un petit historique et surtout dans le contexte de l'application de cette feature-là chez notre app. C'est important de comprendre aussi le contexte, d'où on partait en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc la deuxième partie, voilà, c'est la grosse partie, c'est tout ce qui est impact technique, ce qu'on a dû prendre en compte vraiment pour bien intégrer ce module-là sur notre application. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la partie dev qui est très importante, certes, mais il y a plein d'autres personnes qui sont dans les projets, donc qui seront aussi impactées, hein, parce qu'il y a une certaine gymnastique intellectuelle vis-à-vis de cet ajout-là du module. Une petite conclusion à la fin. Donc, une intro déjà de manière très générale, aujourd'hui, en 2022, quand on fait du dev mobile et on part de zéro, donc on parle de Greenfield Development, ça veut dire from scratch, de zéro, voilà, vraiment une nouvelle application. Donc, ou un nouveau projet plutôt. Donc, on a deux possibilités. Soit à gauche, ce que vous voyez, on a vraiment une nouvelle application, on n'avait rien avant. Et à droite, c'est dans le cadre d'une refonte. Une refonte, on se dit, c'est du vieux code, ce sont des technologies qu'on n'a plus envie de maintenir. Voilà, on veut redémarrer l'application de zéro. Donc, il y a ces deux cas de figure en fait. Aujourd'hui, ici, au milieu, ce que vous voyez, ce sont bien sûr pas toutes les possibilités de développement mobile aujourd'hui, mais il y a des fortes chances que si vous faites du mobile en 2022, vous êtes dans un de ces cas-là. Donc là, tout en haut, vous avez le dev natif qui marche toujours très bien. C'est la grosse majorité des projets aujourd'hui sont quand même en natif. Donc en Android, si on démarre un nouveau projet, on va avoir tendance de le faire en Kotlin. En iOS natif, on va faire du Swift. Si on fait du cross-platform, du coup, on a les deux grandes solutions qui sont leaders, on va dire aujourd'hui, qui est Flutter et du coup on fait du Dart. Et on a aussi React Native où on peut faire du JavaScript mais aussi du TypeScript. Il ne faut pas oublier, donc là ces quatre premières solutions, c'est pour faire des applications qui vont vivre sur le store. Donc on va publier sur le store, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout un monde d'applications qui tournent sur le web et donc qui vont tourner sur le browser. Et aujourd'hui, si on veut faire des applications modernes, on va plutôt s'orienter vers des technologies type PWA. Deuxième possibilité, en fait, c'est que vous avez déjà un existant. Vous avez intégré un nouveau projet, une nouvelle équipe avec un code existant. Les possibilités, en fait, c'est que vous avez vraiment
un projet qui commence à avoir quelques années maintenant. Dans Android, bah, on sait tous que le développement Android a démarré avec Java. En iOS, c'était de l'Objective-C. Et en fait, que ce soit pour Android et pour iOS, ce qui est pas mal, Google et Apple, respectivement, ils ont vraiment travaillé sur une compatibilité en fait de la coexistence du code à la fois en Java et Kotlin, à la fois en Objective-C et en Swift. Et ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'est que les développeurs, ils ont plutôt envie de s'orienter vers des langages plus modernes, type Kotlin et Swift. Et donc, quand on a du code qui est en Java Objective-C, on a tendance à migrer, c'est la flèche qui est ici au milieu, c'est de migrer petit à petit vers Kotlin et Swift. On a aussi la possibilité de Kotlin et Swift commencent à avoir quelques années maintenant de support officiel. Hein. Donc, on peut tomber sur une équipe où on fait déjà du Kotlin de Swift. Bah, et tout simplement, on va itérer, on va continuer et voilà, et tout se passe très bien. Ces dernières années, on a vu l'émergence de solutions cross-platform qui sont vraiment un peu en contraste avec ce qu'on a vu, hein, parce que le dev mobile, ça a plus de 10 ans maintenant. On a vu plein de solutions cross-platform qui sont basées sur le web venir, qui ont eu pas le succès, je pense, qu'ils auraient voulu. Et même moi, en tant que dev native, j'ai jamais vraiment très apprécié ces solutions-là. Mais là, ces dernières années, on a eu surtout deux solutions qui sont sorties du lot. Donc, je parle de la partie Kotlin, la Kotlin multiplateforme, et la partie Flutter, qui sont, donc là, vous voyez, je les présente en tant que vraiment de plugins. En fait, on a la possibilité aujourd'hui de mélanger finalement, d'intégrer ces technologies-là dans des projets existants. Donc, KMM plutôt pour la partie partage de code métier, donc de code business. Et la partie Flutter, c'est pour tout gérer, pour gérer une mini-app vraiment en module complètement autonome dans une application existante. Et du coup, pas de surprise, je vais vous parler de ce que j'ai mis ici dans le cercle, c'est comment rajouter un plugin Flutter, un module ou un SDK sur une application existante native. Donc Flutter, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un framework qui est orienté vraiment pour faire du UI. Et ce qui est le gros différentiel de Flutter par rapport à toutes les autres solutions cross-platform, c'est qu'en fait, ça compile et ça cible le code bas niveau, vraiment la machine, le GPU, voilà, vraiment les chipsets bas niveau. Sauf bien sûr, vous voyez ici à droite, c'est la Flutter cible. On parle beaucoup de Flutter pour le mobile aujourd'hui, c'est là où c'est vraiment mature et on a beaucoup de use cases et beaucoup de gens qui l'utilisent. Je vais parler aujourd'hui de Flutter pour mobile, mais Flutter marche pour plein de plateformes, dont le web. Mais le web, bien sûr, comme le web tourne sur un navigateur, donc par défaut, on ne peut pas cibler directement le matériel. Donc la stack web, elle est un peu particulière. Mais sinon, ce que vous voyez ici à gauche, c'est que le framework lui-même qui est écrit en Dart, donc Dart, le langage de programmation qu'on utilise pour faire des applications en Flutter, le moteur Flutter sur lequel justement ces applications-là tournent, qui est fait en C++, donc un peu plus bas niveau, mais pas tant que ça, et vraiment la partie bas niveau qui va se brancher sur le matériel, c'est ce qu'on appelle les runners ou c'est binding là, avec le matériel. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il va falloir faire pour chaque plateforme qui est supportée par le framework. Donc on voit iOS, Android, on peut faire des applications lourdes, Windows, Linux, Mac, et après toutes sortes de runners custom. Donc voilà pour que vous ayez une idée de vraiment comment Flutter marche d'un point de vue vraiment macro. Il y a pas mal de références aujourd'hui dans le monde. Il y a BMW qui a refait ses applications MyMini, MyBMW, pardon, entièrement en Flutter. Il me semble que BMW, qui sont en Allemagne du coup, ils ont c'est ce qu'ils disent en tout cas, hein, c'est qu'ils ont la plus grande équipe Flutter en dehors de Google. En gros, c'est 300 développeurs Flutter.
Philips investit beaucoup dessus. La dernière application Philips Hue, pour les gens qui ont des lampes connectées, elle a été refaite en Flutter. Il y a Toyota qui ont refait leur système d'écran la voiture aussi, qui utilise Flutter, du coup, avec les API embedded. Ils ont pas mal aussi de partenariats, des gens en fait qui font confiance à Flutter et donc qui rendent leur système compatible avec Flutter. Donc Huawei qui a bossé vraiment sur tout ce qui est service Huawei. Ils ont créé des packages compatibles Flutter. Microsoft a bossé sur tout ce qui est, vous savez, la surface Duo, l'écran pliable, le téléphone qui a un écran pliable de Microsoft. Ils ont bossé sur la compatibilité d'applications Flutter pour ces écrans-là. Il y a Amazon aussi qui a rendu compatible toute la partie AWS, une certaine partie AWS, notamment avec Amplify, l'équivalent de Firebase côté Amazon, est compatible Flutter. Il y a l'installateur d'Ubuntu qui est fait en Flutter. Donc la première chose qu'on voit quand on installe Ubuntu, c'est du Flutter. Et aussi, ils ont annoncé que Flutter est le framework UI préconisé pour faire des applications sur Ubuntu. Alibaba, gros acteur chinois, ils ont fait ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, ils ont fait du AdTwap de leur côté et eBay aussi, il me semble, eBay Motors. Donc, voilà, pas mal de références. Et je n'ai pas vu ici, mais on connaît aussi la référence en France de l'application SNCF Connect qui est sortie il y a quelques semaines. Quand on fait du Flutter, quand on se concentre là pour le coup sur le développement Flutter sur mobile, on a en gros trois choix ou trois stratégies, on peut se dire. Soit on a tout à gauche, là on voit le premier choix, c'est on fait vraiment que du code Flutter. On n'a pas besoin de se soucier du natif parce que soit voilà, c'est vraiment une application très très simple, c'est un POC, voilà, on ne parle pas au natif et donc c'est 100% Flutter. Mais dès que notre application elle commence à être de plus en plus complexe, on va vouloir afficher des notifs, on va vouloir parler aux natifs. Et on a la possibilité, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de Flutter, tout le code qui est vraiment un pur Flutter Dart, il vit dans le dossier lib. Et derrière, en fait, le framework, il va à tout moment avoir en parallèle un projet Android Studio qui va lancer le moteur et qui va s'occuper de lancer la partie Flutter. Mais c'est un projet Android Studio qu'on connaît pour le développeur natif dans l'audience. C'est un projet Android Studio comme celui que vous utilisez tous les jours. Pareil pour iOS, c'est un projet Xcode que vous pouvez ouvrir dans Xcode et jouer avec. Et notamment, c'est quand on veut parler au natif et qu'il n'y a pas un package Flutter qui le fait déjà, cette abstraction-là pour nous, parce qu'aujourd'hui, Flutter commence à être vraiment mature. Il y a beaucoup de packages qui sont là, qui font tout le travail pour nous. Donc, je pense à un exemple très simple, c'est par exemple faire une fonction de partage. Voilà, faire l'intent de partage sur Android ou la fonction de partage sur iOS. Il y a un package qui gère ça pour nous. Et donc, on n'a pas vraiment à toucher le code natif. On peut se concentrer sur la partie Flutter. Mais si jamais on veut vraiment avoir la main et faire du code Kotlin ou Swift, on peut. Et la troisième possibilité, c'est quand on part d'un existant. Donc, vous avez vu, donc on a une application Android, on a une application iOS et on a un module Flutter qui du coup est partagé entre les deux. Donc, AdTwap, c'est cette feature qui permet l'ajout du module Flutter. C'est quelque chose qui a été très vite demandé par la communauté et très vite Google a commencé à travailler dessus. Même avant, donc là, vous voyez, Flutter 1.0 est sorti fin 2018. Et la première fois, en fait, qu'on a vu vraiment un indice ou un doc par rapport à AdTwap, qui était un preview, c'était en février. C'était en début de cette année, de l'année 2018. C'est la première référence, en fait, que j'ai trouvée de AdTwap. Donc, quand Flutter était encore en bêta. Il y a Flutter 1.12 qui sort fin 2019. Et avec cette sortie-là, l'annonce officielle de AdTwap en stable.
Et donc, n'importe qui, eh ben, donc là, c'est les équipes qui ont dit, c'est bon, vous pouvez partir sur cette solution-là, n'ayez pas peur, parce que là, maintenant, c'est stable. Et du coup, tout de suite, j'ai dit, ah, sur l'application que je développe, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on a fait un tout premier POC pour tester. Ça a bien marché, hein, franchement. C'était pas mal d'avoir ce module-là qui marchait pareil sur les deux plateformes. Mais c'était pas le bon timing, c'était peut-être pas la bonne feature pour l'application. C'est bien, on a fait un premier essai, mais c'était pas vraiment le bon timing pour nous. C'était, j'ai la date qui a sauté ici, mais là où il y a la petite ampoule, là, on avait une idée, c'était fin 2020 pour le coup. Il y avait ma PM à l'époque qui avait dit, ah, on a cette feature qui va arriver, et là je fais, ah, ça c'est une feature qui est c'est un très bon candidat pour tester pour tester à toi, pour tester le module flotteur dans l'application. Et du coup, j'ai travaillé sur un POC. J'ai bossé sur un POC. En quelques jours, j'ai refait ce qui existait déjà dans l'application native parce que l'idée, c'était de refaire un peu ce qu'on avait, de reprendre et d'améliorer ce qu'on avait déjà d'existant. Très vite, du coup, j'ai pu présenter à l'équipe. Voilà, vous voyez, là, c'est un module qui marche pour les deux et j'ai pu, voilà, en quelques jours, avoir presque une parité fonctionnelle et visuelle de ce qu'on avait avant. Donc, c'était vraiment génial. On a été convaincus, on a convaincu tout le monde et donc on s'est dit, OK, c'est bon pour cette feature-là. On va partir sur du Flutter. Et là, depuis presque un an maintenant, on a le module qui est en prod dans l'application principale et ça se passe très bien. Donc, pour comprendre aussi pourquoi on a fait certains choix, parce qu'il y a beaucoup de choix à se faire quand on rajoute un module dans l'application, c'est important de comprendre d'où on part. Donc, on était à l'époque une team mobile avec 4-5 développeurs Android, des développeurs iOS, un tech lead. Je vous laisse deviner qui j'étais dans cette équipe. L'application, c'est quand même une grande application, surtout au niveau utilisation, quelques millions d'utilisateurs actifs. Je considère que la code base était moyenne large. Voilà, je pense peut-être une cinquantaine, soixantaine d'écrans, même plus en fait. Estou apresentando. Sai, estou apresentando. Je suis désolée. Il y a quelqu'un voilà, qui a tapé à ma porte. Bon, on revient. Donc, ce qu'il faut par contre... ouais, désolé les gars, les gens. Alors, je parlais, oui, que notre équipe, elle était... Bon, c'est une équipe moyenne, j'ai envie de dire aujourd'hui. Petite moyenne, allez. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, que ce soit l'application iOS ou Android, c'était vraiment un seul module qui faisait app en tout cas, qui gérait l'ensemble de l'application. Donc, pas d'SDK interne, pas de module interne, pas d'équipe qui gère vraiment une partie de l'application. Voilà. Donc, par contre, j'ai dit, il n'y avait pas de process vraiment compliqué, mais on est toujours d'ailleurs propre, toujours très propre avec une intégration continue, un process de release, tout ce qu'il faut. Alors, donc, parlons des choses sérieuses. Voilà, techniquement, comment ça se passe? Alors, toute première chose, bien sûr, il faut créer le module. Comment on crée le module en ligne de commande? On peut le faire aussi en visuel, avec l'interface, mais c'est très facile de le faire en ligne de commande aussi. C'est la même ligne de commande que pour la création d'un nouveau projet Flutter. Donc Flutter Create, hein, pour ceux qui ne savent pas. Sauf que cette fois-ci, on rajoute l'option module et le reste, c'est la même chose. On peut rajouter notre ID d'entreprise pour le package name notamment et le nom du projet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, on a vraiment, c'est un projet Flutter classique. Donc tout à l'heure, je vous avais dit, on a tout ce qui est vraiment code Flutter dans le /lib, tout ce qui est code
le projet Android Studio est dans slash Android, le projet Xcode est dans slash iOS. Vous voyez la différence en fait quand on travaille sur un module, bah, c'est que ça vit. L'application host, l'application principale, c'est une application native, donc on n'a aucun intérêt à aller dans le natif qui est géré par Flutter. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit point, c'est pour que ça ne soit pas ni commité, ni versionné. Et il ne faut pas y aller en fait dans ces fichiers-là qui sont, dans ces dossiers-là, pardon, qui sont en fait autogénérés. Parce qu'en fait, ça gère juste les branchements qu'il faut pour que Flutter marche bien, mais on n'y va pas, quoi. On va pas dans ces dossiers-là. Alors que dans une application classique, Flutter, on peut y aller pour faire du natif. Voilà, on est un module, donc si on veut faire du natif, ben, on ferait du V natif dans l'application qui est en train, qui comprend en fait ce module-là. Donc, pour intégrer le module, on a deux options aujourd'hui. Soit on compile le module et à ce moment-là, bah, c'est une dépendance comme une autre qui est intégrée. Donc, c'est ce que je montre ici. Pour Android, on fait la ligne de commande Flutter build AAR qui va du coup derrière générer un repo Maven. Et ensuite, bah, soit si on est en train de tester, on peut le dire c'est un repo local, mais quand on va le réaliser vraiment pour les autres, pour que les autres développeurs puissent aussi l'utiliser, il faudrait le publier dans une gestion d'artefacts quelconque, type Nexus, GAR ou autre. Et pour bah, le loader dans le projet, tout simplement, implémentation, bah, l'ID avec la version. Côté iOS, c'est un poil plus compliqué parce que même si ça marche très bien, hein, donc là, Flutter Build iOS Framework, les chaînes de compilation du coup d'iOS, ils nous fournissent des XC Framework. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y en a plusieurs apps pour tout ce qui est code vraiment lié à l'application Flutter, c'est le framework Flutter lui-même. Et tout ce qui est dépendance native vient aussi en tant qu'XC Framework. Si on ne veut pas se prendre la tête, bah, on a l'option de les embarquer telles quelles, hein, et de faire juste un embed framework côté iOS. Pourquoi pas, c'est une option, c'est le plus simple, c'est pas cher, ça marche bien. Mais si on veut faire les choses, surtout si on a plusieurs personnes, plusieurs projets même qui vont utiliser ce module-là, on va packager du coup ces frameworks-là, soit dans un Swift package, soit dans un pod privé. Mais du coup, ça représente une étape supplémentaire qui n'est pas gérée par Flutter. Donc, c'est à vous de gérer ça. Donc ça, c'est quand on dépend. Après, oui, et je vais en parler après. Flutter a trois types de, de, de livrables qui sont donnés à la fin. Donc un qui est de type debug, un de type profile, un de type release. Je vais en parler. Donc, deuxième option, c'est de dépendre vraiment du code source, d'intégrer le module en tant que projet Flutter. Et ça marche bien, surtout quand on est en mode vraiment en développement itératif et qu'on veut bah, justement itérer de manière assez facile et rapide. On va plutôt utiliser cette façon-là d'intégrer le module. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément, quand on va compiler au fur et à mesure hein, le projet Flutter, donc il faut que le SDK soit bah, bien sûr installé bah, dans les machines où on va tourner ces projets-là. Et un grand warning aussi, c'est qu'il y a un mapping automatique entre le build type, je vais parler juste après, le build type de Flutter et le build type du natif. Et on n'a pas la main dessus. Très facilement, on peut trouver des moyens, mais c'est ce que je vais vous parler là juste après. Donc là, je vous ai dit, il y a Flutter a trois types de build type, c'est debug, release, profile. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que surtout entre debug et les deux autres, le mode de compilation n'est pas du tout le même. Debug, c'est un mode de compilation qui est dédié au développement. Donc ça veut dire que le temps de build, c'est grâce à ce mode de debug-là, à ces modes de build-là, qu'on peut faire une des plus belles features de Flutter, qui est le hot reload, le fait de faire juste
On change un padding et on voit tout de suite on change un padding dans le code et on voit tout de suite le résultat sur un appareil qui est branché. Et en fait, ça marche instantanément grâce au mode debug qui utilise le mode de compilation just in time. Les deux autres prennent beaucoup plus de temps, c'est du ahead of time. Ça prend beaucoup plus de temps pour la compilation. Par contre, c'est vraiment optimisé pour la machine, pour le code que j'ai dit. Ça compile du code vraiment bas niveau. Et quand on va réaliser notre application, on va utiliser plutôt ce mode de compilation-là qui prend plus de temps, plus performant. Lui, c'est presque immédiat le mode de compilation, mais moins performant. Et du coup, notre module, il va avoir ces trois modes de compilation-là. Notre application a aussi des modes, des build types, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ce mode-là, quand on dépend du code source, c'est Flutter, en fait, qui va choisir quel type de build type brancher à quel type de build type natif. Donc, Android, dans ce cas-là, et on a l'équivalent pour iOS, avec cette fonction-là qui dit si le build type natif, donc Android, comme on définit sur Gradle, il contient, pardon, il vaut profile, donc je vais utiliser le mode profile. Si le flag debugable sur Android ou sur iOS, ou l'équivalent sur iOS, est à true, on donne le mode Flutter debug, ou sinon, par défaut, c'est du release. Donc, normalement, quand c'est ni l'un ni l'autre, il va nous retourner release. Et du coup, les désavantages de tout ça, c'est que ma caméra qui a mon écran qui a bugué. Ah, c'est bon. Les désavantages de ça, c'est en fait que nous, on a des versions intermédiaires en général dans les équipes. C'est les versions pour test interne, les versions pour les QA. Et en fait, si on ne fait rien, bah, on va livrer du debug parce que en général, on a le flag qui est debugable, qui est à true pour tout le mode pour tous les build types sauf la release. Et du coup, on livre quelque chose qui est vraiment pas optimisé. Donc, ce bout de code-là, il est vraiment dans le SDK. Donc, on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est vraiment dans le SDK Flutter. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que au lieu de charger ce fichier-là, je charge un fichier local qui reprend en fait tout ce code-là et je customise. J'ai customisé en fait cette fonction. Voilà, pour que on puisse faire du profile. C'est ce qu'on livrait pour les versions internes. C'était la version profile qui est c'est du release avec quelques flags de debug à true. Donc là aussi, quand on s'est posé des questions sur comment on allait s'y prendre pour la création de ce module-là, on s'est dit qu'est-ce que ce module-là va faire finalement. On savait déjà quelle était la feature. Et on s'est dit c'est la première chose, c'est la première fois qu'on fait du Flutter dans l'équipe. On va essayer de faire le plus simple possible. Et donc on s'est dit qu'est-ce que Flutter fait de très bien, c'est de faire de l'affichage. Ça gère toutes les choses dont on a besoin pour faire une application, hein, les appels réseau, le cache, etc. Mais on s'est dit, voilà, pour ce premier essai, on va se dire, de se concentrer sur sur la grande force de Flutter qui est l'affichage. Et du coup, voilà, pas de call API, pas de cache, rien. Ça ne veut pas dire que Flutter, ça veut pas dire que Flutter ne peut pas le faire. Au contraire, c'est très bien pour le faire, mais on a fait ce choix-là. Et aussi, on s'est dit, si on peut utiliser des composants natifs, on pourra les utiliser. Et du coup, comme on avait vraiment que cette partie affichage qui était gérée, on s'est vraiment reposé sur quelque chose qui s'appelle les méthodes channel Flutter, ce qui sont en fait ces canaux des communications entre le natif et le module et bidirectionnel dans les deux sens. Donc le natif peut demander quelque chose au module et vice-versa. Ça marche très bien pour justement envoyer des petits signaux, des événements finalement, avec un payload s'il faut. Voilà, on peut même
l'envoyer en format JSON, ça marche bien. Même plusieurs centaines de paramètres, quelques centaines de paramètres, ça marche bien. Par contre, voilà, c'est le warning. Il ne faut pas streamer de la donnée. Il ne faut pas envoyer je sais pas, des images codées, encodées dans ces canaux-là, parce que ça tourne sur le mid-thread. Et donc, si vous appelez ces méthodes-là, ces méthodes channel qui sont trop gourmandes, bah, vous allez avoir votre interface qui ne va pas bien réagir parce que justement, ça va trop consommer et vous allez avoir des problèmes de performance au niveau de l'UI et de l'utilisation. C'est vraiment pénible pour vos utilisateurs. Et du coup, très rapidement, juste comment ça marche. Donc là, c'est l'exemple où c'est Flutter qui va demander une information en natif. Donc là, c'est le module Flutter qui dit, pour je ne sais pas quelle raison, il a besoin de printer le niveau de batterie. Le niveau de batterie, c'est quelque chose qui vient du natif, que ce soit côté Android ou côté iOS. C'est quelque chose qui est connu, quoi. On a toutes les API qu'il faut pour. Et donc, on va définir ici un méthode channel côté Flutter. On va l'invoquer côté Flutter et elles sont définies, le comportement, il est défini côté natif. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on a c'est le démo dev batterie et un petit listener en fait qui va justement, le natif va se mettre à l'écoute de Flutter qui lui va invoquer la méthode et quand cette méthode-là elle est invoquée, et que c'est la méthode getBatteryLevel, on fait le code natif et on fait un result.success avec le résultat pareil pour iOS et du coup on peut printer ça côté Flutter. Bien sûr, aucun intérêt ici, l'intérêt serait peut-être d'afficher quelque part dans l'application, mais c'est juste pour que vous voyez comment ça marche. Et ça marche très bien. Voilà, et ça marche dans l'autre sens aussi, le natif peut demander quelque chose au Flutter. Et donc, dans notre process de développement, on avait deux types de tâches principales. Soit on était en train d'implémenter les méthodes channel, parce que justement, comme notre module était vraiment responsable juste de l'affichage, il y avait beaucoup d'allers-retours entre natif et Flutter. Et du coup, pour tester ça, il fallait vraiment avoir le module bien intégré dans l'application. Et pour débugger ça, on peut, ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand on est en mode debug côté Flutter, on peut faire Flutter Attach et on lance, même si l'application a été lancée depuis le natif, que ce soit Android ou iOS, si on est dans l'écran Flutter, il y a en fait le service Flutter qui est là. Et donc, on fait un Flutter Attach pour s'attacher au process de debug de Flutter et mettre des points d'arrêt, etc. Ou alors, si c'est un cas assez simple de débugger, on sait tous très bien que les prints, je pense que tout le monde ici a déjà fait des prints pour débugger, qu'une valeur a bien été passée et que ça a bien justement la valeur qu'on veut. Donc ça marche toujours très bien aussi. Donc soit on était en train d'implémenter les méthodes channel, cette communication entre la native et Flutter, soit on était en train d'implémenter l'UI. Et là, pour aller plus vite et vraiment pour tirer profit de cette feature de Flutter qui est vraiment incroyable, qui est le hot reload, qui permet le chargement rapide de l'interface suite à des modifications du code. On a bossé sur un mode qui est standalone. C'est au lieu d'appeler les méthodes channel qui vont justement nous donner toutes les données qu'on affiche, on utilisait des JSON en local et ça marche très bien aussi. Donc, recommandation aussi de manière générale, c'est d'utiliser des JSON en local qui moquent les données affichées. Hop. Quand on part du natif, donc là, notre contexte, vous avez vu, c'est on était tous développeurs natifs et quand on part du natif, en fait, il y a deux concepts que je pense qu'il faut vraiment maîtriser avant d'être opérationnel en Flutter. Le tout premier, c'est la programmation déclarative et avec la gestion d'état. On a de plus en plus en fait des développeurs natifs qui ont des compétences là-dessus grâce à Jetpack Compose et SwiftUI qui ont ce même mindset. Et sinon, côté vraiment connaissance Flutter, il y a une libre de composants de widgets qui est vraiment très très fournie côté Flutter et donc c'est très important de passer du temps pour
pour connaître en fait ce qui existe et pour ne pas réinventer la roue et perdre du temps. Donc, passer beaucoup de temps en fait à explorer ce qui est possible déjà à la base dans Flutter, dans le SDK tout seul. Et sinon, côté build, côté vraiment impact développeur, voilà, bien sûr c'est un peu plus long, mais rien de catastrophique. Sinon, pour les autres personnes dans l'équipe, c'est justement quand on a les tickets qui vont nous décrire ce qu'on va faire, quoi, les tickets fonctionnels. Avant, on avait la feature X, un ticket pour la feature X Android, un ticket pour la feature X iOS, un cours de développement, on teste, blablabla. Voilà, chacun vit sa vie, très bien. Quand on rajoute du coup le module Flutter, ce qui se passe, c'est que cette feature X, certes, elle est faite en Flutter, par contre, elle est hostée sur du natif. Et du coup, et même nous, on a bien mélangé le natif et le Flutter parce que justement, on s'est dit, on va essayer de réutiliser un max le natif. Et des fois, c'est vraiment pas clair en fait, que ce soit pour le découpage des features et même pour le suivi après, pour le QA. Le QA, il voit, donc le testeur, hein, il voit un bug, juste s'il ne connaît pas vraiment le détail de l'application, il ne sait pas en fait si c'est c'est la faute du module ou la faute du natif. Donc ça, on s'est bien sorti, hein, mais ça demande une petite gymnastique au début quand même. Et sinon, d'autres impacts côté utilisateur, bien sûr, ce sont eux qui vont utiliser notre application. Donc, très important qu'il n'y ait pas trop d'impact de leur côté. J'ai fait plein de profiling pour voir si c'était acceptable ou pas. Côté vraiment performance, RAM, CPU et même la taille de l'application, voilà, je ne vous donne pas les détails, mais tout était acceptable. Les équipes de Flutter font beaucoup d'efforts pour faire en sorte que l'empreinte soit la plus petite possible de Flutter dans l'application. Juste un petit warning côté Android, comme Flutter build des libs du coup qui sont natives, ça veut dire qu'on aura une lib par architecture. Parce que c'est du vrai natif bas niveau. Et donc, vous allez avoir autant de libs que vous avez d'architecture. Donc là, en l'occurrence, notre lib, elle faisait 6 mégas. Et du coup, si sur Android, vous livrez toujours des APK, ça veut dire que toutes les architectures et donc, seront intégrées dans votre APK à la fin. Mais on a la solution technique aujourd'hui pour Android, c'est de faire des AAB. Ça veut dire qu'il y a que, au moment du téléchargement, il n'y aura que les ressources, les assets et les libs natives correspondantes à l'appareil de l'utilisateur qui seront téléchargés. Du coup, petite conclusion, c'est de ne pas oublier les basiques. Certes, c'est peut-être un petit module, quelques écrans qui ne fait pas grand-chose, surtout si vous démarrez. Mais voilà, c'est partez sur des bonnes bases parce que ça reste quand même du code applicatif, quoi. Il faut qu'il y ait des tests, il faut penser à l'architecture, il faut penser aux conventions. Si on, si vous avez que des développeurs natifs aussi, dans les équipes, discutez bien avec les iOS, avec les Android. On a souvent des conventions qui sont différentes. Et du coup, là, pour Flutter, il faut trouver il faut respecter les conventions d'art au maximum, mais trouver aussi quelque chose qui aille à tout le monde, quoi. Voilà. On a eu des bonnes surprises, des très bonnes surprises quand on a créé ce module-là. On ne s'attendait pas. C'est que vraiment ce mélange-là, le fait d'ajouter le module, en fait, ça ne nous a pas empêché d'être vraiment intégrés dans l'application et d'appeler des vues ou des écrans complets du natif. Et ça se marchait vraiment très bien. Donc là, l'exemple en fait que je donne ici en bas, donc deux exemples. Tout ce qui est en bleu, c'est le module Flutter. Tout ce qui est en violet, c'est le natif. Et donc ici, le premier ici, c'est les trois étapes. Donc là, l'écran de l'application. Donc on avait la barre en haut qui était du natif avec notre module Flutter qui prenait toute la place. Un clic sur un élément en fait
ça affichait une quick view, une bottom sheet en fait native Android avec toutes les transitions qui vont bien. Et si on fait du coup, si on tire vers le haut depuis cette view-là native, et bah, on avait le comportement natif qui marchait très bien, zéro problème de performance et du coup qui montrait cette vue-là en full à la fin. Et aussi ici à droite, c'était plutôt pour montrer bah, la puissance aussi des méthodes channel. C'est quand on avait, ici on voit bah, le flotteur qui est derrière avec une pop-up, avec un dialogue qui existe déjà, bah, qui est déjà utilisé dans plein de parties de l'application. Donc on s'est dit, bah, on va afficher ce dialogue-là qui marche très bien. Et donc, quand on clique sur une cellule, on ouvre ce dialogue avec une donnée. Et ici, en haut, ici, on a la même donnée. Et on a des données, bien sûr, pour chaque cellule. Et si on fait une action ici sur le dialogue natif, bah, ça se met à jour automatiquement bah, via la méthode channel dans la cellule correspondante. Et ici en haut aussi, bref, ça a vraiment très, très, très bien marché. Donc, très bonne surprise. Et voilà, on n'a aucun problème là-dessus. Et du coup, est-ce qu'on va continuer d'utiliser tout d'abord, on a vraiment sous-estimé le temps de mise en place du module, vraiment dans notre process de dev habituel. J'ai dit, bah, on a vraiment qu'un module app. Du coup, là, on a vraiment intégré une dépendance externe. Donc, il a fallu vraiment prendre le temps de mettre en place tout ce qu'il fallait. Et on a sous-estimé aussi la communication entre le module et Flutter parce qu'on s'est dit, ben, le module, il fait que de l'affichage. Mais bon. Et sinon, si je peux donner une conclusion, c'est que le feedback, il est plutôt positif. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, le framework Flutter est le meilleur framework qui existe dans tous les frameworks mobiles pour faire du développement UI, même s'il y a certains développeurs qui ne sont pas d'accord dans l'équipe. Et on va évaluer, on va continuer d'évaluer l'utilisation de Flutter pour d'autres features et bien sûr rendre le module plus intelligent et gérer, faire en sorte qu'il gère ses propres calls API. Et ça nous a aussi donné d'autres idées pour faire, parce que Flutter fait du mobile certes, mais ça fait aussi du web. Et du coup, pourquoi pas faire un petit module qui marche aussi sur le site web, faire une mini-version du module en mode PWA. C'est possible aussi de faire des app clips et des stand apps, ces mini applications en fait natives avec Flutter. Donc voilà, ça nous donnait plein d'idées. Et il y a des choses par contre qui étaient attendues, que moi je m'attendais. J'ai accompagné plein de gens qui font du natif à monter en compétence en Flutter et je savais déjà que ça allait se passer et c'était pas une surprise. C'est que les développeurs natifs qui ont une certaine expérience, ils montent en compétences très vite sur Flutter. Ils sont capables d'être opérationnels très vite et faire des écrans qui ont une complexité modérée, même complexe en fait, en Flutter. Et aussi, par contre, notre équipe, c'était que des seniors. Et les seniors, ils sont très, très, très passionnés de leur plateforme. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas négliger l'aspect résistance au changement. Et sinon, le dernier mot, c'est qu'avec Flutter, on a vraiment de la chance de faire des écrans très beaux, très rapidement, et de montrer ça très vite à l'équipe. Et c'est une grosse force justement pour pousser cette techno que je trouve qui a sa place aujourd'hui dans le développement mobile. Et n'hésitez pas, soyez attentifs, voyez dans les applications que vous développez chez vous, chez vos clients, essayer d'identifier un petit parcours bien isolé ou pas, hein, et où on peut intégrer ce module-là et juste lancez-vous. Et du coup, je vous remercie et s'il y a des questions, je suis disponible. Hop, merci pour ta conf. Il y a effectivement des questions. Donc, j'ai une première question de Simon qui précise qu'il avait lu qu'on ne pouvait avoir qu'un module Flutter embarqué par application. Est-ce que tu confirmes? Et est-ce qu'il y a des moyens de contournement? Je confirme, c'est un seul module. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est une seule feature. On peut avoir côté Flutter, voilà,
trois features, par exemple, qui sont développées, qui sont complètement disparates, aucun lien entre les features. Et on a la main quand on va instancier le module côté natif. Si on ne fait rien, il va exécuter le main point Dart et il va exécuter comme si on exécutait l'application en standalone. Par contre, on peut forcer un point d'entrée. On peut se dire, bah, en fait, c'est cette fonction-là qui va s'exécuter quand on va instancier un module. Donc, un seul projet Flutter, un seul module. Par contre, on peut avoir plusieurs moteurs Flutter et chaque moteur, il peut exécuter vraiment qu'une partie du module. Voilà. Donc, Oui, c'est ça le contournement. enfin, j'ai deux questions de Sébastien, mais je vais commencer par la première. Donc la première, c'est n'avez-vous pas eu un coût d'entrée important à devoir notamment remettre en place le thème de l'application? Coup d'entrée, oui. Le thème, très sincèrement, le thème, c'était très facile de l'implémenter. On n'avait pas de composants UI vraiment très, 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 très poussés. On avait des composants basiques, des boutons, etc. Et ça a été très facile de customiser et de faire en sorte que ça respecte le thème principal de l'application. Donc là-dessus, non. Franchement, là-dessus, c'était vraiment une bonne surprise aussi. La partie thème, c'était très facilement plié. Et c'était plus côté process, chez nous, en tout cas. Où c'était plus coûteux. Ok. Et sa seconde question, toujours sur le thème. Pour garder une cohérence graphique, le prérequis est d'avoir une application Android et iOS avec la même charte dès le départ, j'imagine, c'est ce qui est sa question. Et il enchaîne, et la feature ne doit pas utiliser d'identité liée à l'OS, Material ou Cupertino. Excellente question. C'est un gros challenge en fonction d'où on part en fait. Bah, on a iOS, Android. Donc là, il a supposé que c'était la même charte graphique. Si ouais, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes. En gros, c'est la même chose, mais il y a des spécificités quand même côté iOS, côté Android. Et surtout, il y a des widgets, il y a des composants, pardon, qui sont vraiment spécifiques. Ben, je pense tout simplement à un switch sur Android, un switch sur iOS, ça n'a rien à voir. Et sur notre application principale, ça n'a rien à voir. C'est un switch Android d'un côté, un switch iOS de l'autre. On a eu de la chance parce que sur le module, on n'avait vraiment pas on n'avait que le thème qui est vraiment partagé pour les deux, où on n'a pas eu besoin de faire la différence entre les deux. Mais si jamais on était tombé sur ce cas-là, on peut le gérer de manière spécifique, pour le coup, faire un if Android, switch Android, un if iOS, switch iOS. Il y a beaucoup de il y a quelques widgets côté Flutter qui sont adaptatifs, ce qui est très bien. Je vais essayer de chercher encore vraiment une liste plus exhaustive parce que c'est une grosse demande des utilisateurs, c'est d'avoir justement le cas là, c'est si jamais j'ai déclaré un switch et que j'ai dit ah non, je veux qu'il soit adaptatif, et ça va chercher le switch matériel pour Android, ça va chercher le switch Cupertino, c'est le thème iOS sur Flutter, si on est sur iOS. Et de plus en plus, en fait, on voit des widgets qui respectent vraiment ça. Mais déjà, à la base, hein, il y a tout matériel qui est respecté et il y a Cupertino qui sont en fait les widgets qui prennent les guidelines Apple aussi, qui sont fournis. Voilà. Ok, j'ai deux questions de Père Manuel. La première, merci pour la question, ça trouvait top. Et il a une question, d'après ton expérience, quelle est la chose à ne surtout pas faire en Flutter à l'heure actuelle? Surtout pas faire, Enfin, c'est une à ne pas faire. application. J'ai rajouté le mot surtout, mais à ne pas faire. Il y a un cas d'une application. On a souvent cette question-là et très sincèrement, c'est dans le cas générique d'une application voilà, classique. On peut se dire, franchement, il y a zéro contrainte, zéro blocage. C'est vraiment des applications qui n'ont pas, et ça existe, hein, des applications qui n'ont pas d'UI, aucun intérêt de faire du Flutter. Flutter est là, c'est la force de Flutter, c'est l'affichage. Et on a des applications qui sont là juste pour faire un service en tâche de fond, des choses comme ça, aucun intérêt. Ou une application où c'est vraiment que, voilà, 90% où vraiment la force de l'application, ou l'intérêt de l'application, c'est d'utiliser les API natives. Voilà, pareil, on pourrait même se poser la question hein, si ça marcherait ou pas. Mais si c'est l'intérêt de l'application, c'est d'appeler
trop de choses natives, on se poserait la question. Voilà. Oui, autre question. Kamikaze, as-tu déjà essayé d'avoir un module flotteur dans une app qui utilise par ailleurs Kotlin multiplateforme? Non. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Je n'ai pas encore essayé quand même. J'aimerais bien. Et c'est excellente question. Bien sûr, il faut brancher tout comme il faut. Mais bonne idée. Je testerai. Bon, après, on avait quelques commentaires qui disaient qu'il y avait encore du chemin à faire pour Flutter pour arriver à un niveau web convenable. Donc ça, il réagissait à ce que tu Flutter disais. pour le web. Ouais, tout à fait. D'accord.